هاي ترى Salam alaikum, Azul, bonsoir. J'ai été chercher dans les attitudes, les dispositions, la morphologie des États relativement vertueux, que nous qualifions habituellement de démocratiques. Et j'y ai relevé quelques caractéristiques très marquées qui leur sont communes et qui sont, entre autres, la légitimité, le respect du droit, la séparation des pouvoirs, des élections sincères, hormis l'aspect financier de leur campagne électorale, bien sûr. D'autres qualités, entre de nombreuses autres, caractérisent ces démocraties occidentales comme la justice sociale, la solidarité avec les plus faibles, la gestion très rigoureuse et l'entretien de l'espace public, la vigilance sur la sécurité publique, la gestion très pointilleuse de la santé publique et d'une manière générale de toutes les servitudes d'utilité publique. Mais ce que j'ai relevé de plus remarquable et qui intéresse notre sujet d'aujourd'hui est que ces États démocratiques, mènent de véritables politiques, non seulement pour assurer la sécurité et la quiétude publique, mais aussi pour renforcer la cohésion et la paix sociale, l'unité de la nation. Lorsque, comme dans tous les pays du monde, ces États relativement vertueux rencontrent des problèmes avec la communauté nationale, avec leur opposition, ils les règlent de façon politique, dans le respect des normes politiques et dans le cadre de la morale, de l'éthique et des institutions. Mais il est tout à fait inimaginable, inimaginable que ces États puissent user de tous les moyens de l'État, la police, la gendarmerie, etc., pour diviser leur peuple, semer la zizanie au sein de leur société, monter une partie de leur population contre une autre, en usant de moyens subversifs, en injectant des agents provocateurs au milieu des mouvements contestataires. Inimaginable. Et c'est là où je voulais arriver. Pour parler des méthodes les plus banales, les plus routinières du régime algérien. Allez, concédons-leur la qualification d'État algérien, pour mieux le mettre devant ses responsabilités, justement. Voici donc un État, qui se dit un État, que sa population accuse de n'être qu'une façade d'une junte militaire qui a fait main basse sur tout le pays. Et là, je crois que personne de moyennement sérieux ne peut contester ces faits, tellement têtus qu'ils en sont devenus fluorescents. Et cet État, appelons-le comme ça, ne remplit cependant aucun critère que ceux qui distinguent les États démocratiques que j'ai évoqués. Il n'a aucune légitimité, ne respecte pas les lois qu'il a lui-même créées, ni la Constitution qu'il a lui-même fait passer par un référendum truqué. Il contrôle tous les pouvoirs qui ne sont pas séparés, qui sont tous sous sa dévotion, à sa dévotion. Et il dispose de tous les moyens de l'État à sa
à sa guise, comme il veut. Et toutes les élections qu'il organise sont systématiquement truquées. Il dirige le pays comme certains géreraient leur propriété privée, dépossède les citoyens de leurs droits les plus élémentaires, les fait incarcérer par une justice aux ordres, les fait, écoutez bien, torturer et violer par ces soudards de la police politique, n'assure aucune protection sociale aux plus faibles, aucune, ou alors si peu que ça en devient insignifiant, ne dispose même pas d'une politique urbanistique, puisque tout le monde construit comme il veut, et que les villes algériennes sont devenues, excusez du terme, des foutoirs, ou au moins des villes dortoirs. Le même État, l'État, il livre l'espace public, les jardins, les écoles, les places publiques, la rue, il les livre aux prédateurs parmi ses clientèles. Au point où certaines parmi ces clientèles ont construit sur des rues. Ils ont fait d'une rue 2 impasses. L'exemple existe, les exemples existent. Ils ont pris des cours d'école pour en faire des propriétés privées. Ils ont pris des locaux qui appartiennent à l'administration publique pour en faire leurs locaux commerciaux ou leurs habitations. Et il n'y a pas que ça. Ce régime laisse le pays et les espaces publics à l'abandon. À l'abandon. Il n'y a plus de domaine public. Ces hôpitaux sont des mouroirs. Ces écoles et ces universités sont classées parmi les plus mauvaises du monde. La sécurité publique est quasi inexistante, malgré le nombre exorbitant des forces dites de sécurité, parmi les plus étoffées du monde comparé au nombre de la population. La bureaucratie y sévit dans des proportions quasiment sadiques. Les prestations et les servitudes publiques sont d'une carence hurlante, au point où les gens ne parviennent même plus à retirer leurs économies des banques et de la poste. Leur salaire ou leur pension de retraite, ils ne peuvent pas les retirer sans faire une queue qui peut durer des jours et des nuits. Pas un jour et une nuit. Il y a des gens qui ont fait la queue pendant des jours et des nuits pour pouvoir arriver enfin en face du guichet. Et je passe sur tout le reste parce que sinon il me faudrait des heures à les énumérer. Mais le pire, et c'est là l'essentiel de ce que je voulais vous dire, est que cet État, appelons-le encore comme ça, alors qu'il n'en a aucune caractéristique, cet État, disais-je, depuis qu'il est contesté, depuis que les Algériens manifestent depuis 2 années leur volonté de le chasser de leur vie et le remplacer par un véritable État, un État de droit. Cet État, donc, pour se maintenir à la tête de ce pays par la force brutale et par la subversion, n'hésite pas à recourir à des moyens de subversion contre son propre peuple. Comme si lui était un colonisateur et qu'il avait affaire à un peuple colonisé. En faisant tout pour semer la discorde, la zizanie, la haine entre les citoyens. Il envoie des agents provocateurs au sein des manifestants, des Baltagia, pour semer le poison de la division entre les Algériens. Il use de tous les moyens médiatiques colossaux dont il dispose, et en très grand nombre, pour distiller une haine mortelle entre les Algériens, ne reculant devant rien, pas même devant le risque d'une guerre civile. Il a utilisé l'identité pour stigmatiser toute une région
la désignant comme une région mercenaire, allant jusqu'à faire dire qu'elle est la créature du Mossad, juste parce que c'est la région la plus contestataire du pays. Et maintenant, parce que cette subversion n'a pas marché et qu'elle a, bien au contraire, soudé les Algériens les uns avec les autres, alors il a déterré les démons de la décennie rouge pour désigner les islamistes en bouc émissaire, allant jusqu'à créer des dynamiques, des groupuscules, des mouvements, des associations, allant jusqu'à envoyer des agents provocateurs au milieu des manifestations. Et quand ces agents sont éventés par les citoyens et chassés par les manifestants, alors ils les font passer pour des martyrs de la démocratie qui ont été molestés par les terroristes. C'est dire, comme dit ce dicton en arabe, faqidu shay'in la yu'tih, que je pourrais traduire, non pas littéralement, mais en substance, en ceci. Le chardon ne peut donner du blé.
Le Hirak entre paupérisation et subversion. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai ici avec moi, j'ai le plaisir d'avoir avec moi ici Farida Hamidi, psychologue clinicienne, hirakiste, parisienne. Merci d'être avec nous, Farida. Merci, merci à vous, merci pour l'invitation. Bonsoir tout le monde. Merci. Alors, au téléphone, nous allons avoir Hassan Mouali qui est pris dans la circulation, qui ne sera avec nous que dans quelques minutes. Nabila Smaïl, maître Nabila Smaïl, avocate, activiste politique. Boualem Amoura, président du syndicat autonome des travailleurs de l'éducation et de la formation, le SATEF, et qui est avec nous en Skype. Alors, Farida, nous allons commencer par vous. Vous avez vu ces images et vous avez entendu ma présentation. Un régime qui n'hésite pas à recourir à tous les moyens de la subversion pour semer la discorde au sein de son propre peuple, juste pour se maintenir à la tête de ce pouvoir. Et à côté, pendant ce temps, pendant que lui refuse de partir, alors qu'il devrait, pour sa propre sécurité, j'allais dire, qu'est-ce qui se passe? C'est que la misère est en train d'éclater dans ce pays. Elle est en train d'exploser. Des catégories sociales entières basculent dans la pauvreté, dans la précarité et même dans la misère. Je vous laisse nous donner votre avis. C'est un mode de fonctionnement que ce régime, ce système a toujours adopté pour se maintenir. C'est un mépris profond du peuple. C'est ce qui fait que ces méthodes-là, en fait, non seulement ils ne s'en défait pas, mais ils les accentuent. Tous les moyens sont bons pour se maintenir et la fin justifie les moyens, mais sa propre fin à lui, sa propre avidité, aller encore plus loin dans l'horreur qu'il a pu installer dans le pays depuis toujours, hein, finalement. Donc, moi, je le vois un peu un système sur les pas du colonisateur. Sauf que là, c'est l'entre-soi. Et c'est ça qui est consternant. Oui, mais c'est pour ça que la question se pose, parce qu'un État digne de ce nom ne peut pas semer la zizanie au sein de son propre peuple. Un colonisateur, ça s'explique. Diviser le peuple qu'il occupe pour régner, pour continuer à l'occuper, ça se comprend. Mais qu'un État qui se dit légitime, qui se dit élu par ce peuple, et qui met tout en place pour séparer ce peuple et l'affaiblir, pour qu'il ne puisse plus le chasser, ça pose question. Ça pose question. Après, c'est variable d'une société à l'autre, d'un pays à l'autre. Hein. Cette problématique de division, elle existe en fait. Vous allez aux États-Unis, c'est un problème qui s'est installé entre les Blancs et les Noirs. Et d'où, d'ailleurs, les Black Lives Matter, les policiers qui tirent comme ça sur... Mais ce n'est pas l'État qui a suscité cette division. C'est à discuter parce que l'impunité des policiers qui ont commis des crimes contre ces citoyens noirs, c'est ce qui fait que ça continue et c'est ce qui fait que par la suite... Mais il n'a pas suscité pour pouvoir rester au pouvoir. C'est des politiques. Après, c'est une pratique de politique. Là, par contre, effectivement, en Algérie, en l'occurrence, pour revenir vraiment à un problème intérieur, c'est... oui, il est suscité, il est maintenu, il est réfléchi, il est méthodique. Et pour aller jusqu'au bout, en tout cas, de quelque chose qu'ils se sont fixés, voilà, comme je vous ai dit, tous les moyens sont bons. Et quand j'ai parlé tout à l'heure sur les pas du colonisateur, ce qui est assez consternant, c'est que ces méthodes-là, effectivement, ils étaient utilisés lorsque l'Algérie était encore colonisée, sauf que reprendre ces mêmes méthodes-là, et en fait dans plusieurs domaines, hein, j'en parlerai après en ce qui concerne finalement les violences commises aussi sur le peuple, c'est vraiment cette reprise-là, une copyright, presque. Hein, méthodes coloniales. Des méthodes coloniales, absolument. Et c'est là où vous voyez vraiment la distance entre ce système et le peuple. C'est qu'on n'est plus du tout, en fait, on ne parle plus du tout la même langue. Et depuis, je me demande si on l'a parlé un jour. C'est un pouvoir ennemi, en fait. C'est un pouvoir ennemi, exactement. Quand ce pouvoir va jusqu'à utiliser les moyens du peuple pour diviser le peuple. Par exemple, je vais vous donner un exemple très simple.
Parce que je crois qu'il n'y a rien de mieux que de donner des exemples simples et clairs. Vous vous rappelez que du temps de la propagande anti-zouave, anti-kabyle, vous vous rappelez que cette propagande est passée à la télévision nationale. Nationale. Ils ont parlé de zouave à l'ENTV. Et je ne parle pas des autres chaînes inféodées au régime, An-Nahar, Shorouk et les autres. Alors, quand on en arrive là, à ce point, monter une partie de la population contre une autre partie de la population, en usant des moyens du peuple pour les diviser, c'est gravissime. On est toujours dans un cadre illégal, hein, c'est de l'illégalité. Effectivement, si on fait la comparaison ailleurs, vous ne pouvez pas avoir la télévision, par exemple, officielle dans un pays qui respecte les lois, où une partie de la population est incriminée de la sorte pour justement semer la zizanie entre cette partie-là du peuple et le reste. Donc déjà, cette division-là, vous voyez qu'elle existe déjà comme fonctionnement, enfin presque comme fonctionnement psychique, hein, chez ces gens-là, et c'est historique de toute façon. Si sur les Kabyles, ben on la connaît aussi depuis le temps de la colonisation. Et voilà. c'est un fonds de commerce qui existe depuis la colonisation. Mais bien sûr. La colonisation s'est servie des mêmes méthodes Absolument. pour diviser le peuple algérien. C'est ça. Et justement, moi je reviens effectivement à cette période-là, je reviens aussi aux années 90, je reviens. Mais en fait, c'est un peu une déformation professionnelle. En fait, j'y reviens pas pour y rester. J'y reviens pour faire des allers-retours, pour essayer de comprendre ces mécanismes-là et d'expliquer ces mécanismes-là qui ont été repris. Et d'ailleurs, ça continue à être appliqué, mais d'une manière complètement grotesque. C'est ce qui fait que tout a été déjoué finalement. Ça n'a pas marché, parce que si ça avait marché, bah, on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais il ne s'est pas arrêté pour autant. Après l'affaire des Zouaves, maintenant c'est l'affaire de Rachad, des islamistes. Et de ces épouvantails qu'il utilise, des agents qu'il envoie au milieu des manifestations pour essayer de créer la zizanie entre les manifestants. Et quand l'un de ces Baltaji a été vanté, toutes les chaînes de télévision inféodées au régime le montrent sous le visage du martyr qui a été molesté par les terroristes en fait, islamistes. Le peuple leur a montré en fait que ce qu'ils annoncent dans leur chaîne infâme, c'est plus du tout, en fait, ça rentre d'une oreille, ça sort d'une autre. Ça n'a plus du tout le même effet qu'avant. Ça n'a pas de prise. Ça n'a pas de prise. Et puis, c'est pas parce qu'ils le disent que c'est vrai. Et puis, tout se vérifie. Et puis, l'accusation est tellement grave que... Donc, en fait, le fait d'être engagé, fait le hirak, et on veut la liberté, en fait, on est potentiellement tous des terroristes. Et puis, vous faites bien de le signaler, parce que ce régime est tellement détesté que quand il présente quelque chose, les gens croient le contraire, automatiquement. Au point où, même s'il dit vrai, les gens ne le croient pas. Mais c'est ce qu'on appelle la rupture, parce qu'il n'y a plus aucune confiance, en fait. Donc, ils ont profité peut-être éventuellement de quelques petits conflits entre les hirakistes, mais c'est normal, le conflit, c'est parce que c'est vivant, parce que le hirak, il est vivant, c'est parce que, justement, il est composé de toutes ces diversités-là, mais nous, on accepte. Et il n'y a pas de problème. Par contre, nous, on va fonctionner maintenant comme eux, mais dans la légalité. On est différents, mais par contre, on se soutient, et c'est un soutien inconditionnel que chacun d'entre nous donne à l'autre. Je ne me pose pas la question, moi, c'est Rachid, c'est pas Rachid, tu le touches, tu me touches. On est tous dans le hirak, là-dessus, il n'y a pas de réflexion. Question, mafrour minha. Hassan Qadhi, le journaliste de Maghreb Émergent et de Radio Am, a fait a commis un article signalé, remarquable sur cette question. D'accord. Et lui est connu pour étant, comme on dit, un démocrate, c'est-à-dire le contraire de l'islamiste, si tant est que démocrate en soi veut dire quelque chose. Mais il a dit qu'il faut protéger Rachad de ses attaques, parce que qui attaque Rachad attaque le hirak. Bien sûr, c'est exactement ce que je voulais substance, dire. Hein, absolument. Ouais. Et puis être démocrate, c'est pas être anti-Rachid. Absolument. C'est pas, il ne porte pas du tout ce mouvement-là. Je ne pense pas du tout qu'il porte une idéologie ou une agressive en quoi que ce soit. Du moins, il ne l'affiche pas en tant que revendication hirakiste. Maintenant, ses convictions internes, pour le moment... On ne le voit pas, en tout cas. Voilà. Mais eux, ils vous disent, si vous le laissez passer, il va se servir du hirak
pour chevaucher le Hirak, surfer sur le Hirak, et après, quand nous aurons chassé le régime, il va instaurer une république islamiste. Et alors, dans ce cas, moi, je préfère la junte que Rachid. C'est un raccourci qui circule abondamment sur les réseaux sociaux. Sincèrement, c'est le raccourci le plus stupide que j'ai jamais entendu. Parce que, de toute façon, nous, on a vu le résultat avec la junte militaire. Comment je peux accepter de signer sur un résultat désastreux qui emmène le pays dans le hate et je donne aucun crédit à quelqu'un qui n'a pas fait ses preuves? Oui. C'est pour défendre ni l'un, ni l'autre, mais c'est pour essayer d'avoir un semblant de bon sens quand même. C'est une question de bon sens. Et sur cette explosion... Et pour l'instant, pour l'instant, c'est ce mouvement-là qui est avec nous dans le Hirak. La junte militaire, pour l'instant, elle est contre nous et elle est sans pitié. Absolument. Et ce n'est pas parce que les gens sont démocrates qu'ils sont anti-islamistes, c'est que la manière de penser n'est pas la même, mais en aucun cas, on est les uns contre les autres. On est les uns avec les autres. Fait le Hirak contre la junte militaire. Contre la junte militaire et contre ceux qui sont dans le sens de la junte en faisant semblant d'être avec nous dans le Hirak. Absolument. Alors, la question que je voulais vous poser, je la poserai après. Nous allons recevoir Boualem Amoura. Merci d'être avec nous. Vous êtes président du syndicat autonome des travailleurs de l'éducation et de la formation, le SATEF. Marhaba bik. Bonsoir à tous les téléspectateurs d'Al Magharibia et bien sûr à tous vos invités qui sont aussi des amis. Et bien sûr, sans oublier en tant que syndicaliste, tous les travailleurs d'Al Magharibia, techniciens. Merci beaucoup. En tant que travailleur, je vous salue, camarades. Merci. Alors, Amoura Boualem, d'abord, comme j'ai posé la question à Farida, on n'a répondu qu'à un volet de la question, le deuxième je lui poserai après. Cette subversion du régime qui cherche à faire éclater le Hirak, est-ce qu'il cherche à provoquer des affrontements entre les Algériens, entre idéologies ou mouvances ou sensibilités politiques opposées, ou est-ce qu'il cherche à faire dégénérer le Hirak en émeute, en manifestation de la colère par cette brusque flambée des prix à la consommation qu'on ne comprend pas, qui survient d'un seul coup, l'huile, le poulet, les viandes rouges, les viandes blanches, les œufs, les légumes secs. Vous allez nous en dire plus vous-même puisque vous êtes sur le terrain. D'après vous, est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est parce que l'économie est arrivée à ce terme que c'est en train de produire ses effets? Est-ce que le régime, en voulant faire éclater le Hirak, en envoyant ses Baltagia semer la zizanie, est-ce qu'il cherche réellement à faire dégénérer le Hirak en autre chose, à votre avis, Amoura Boualem? Oui, le terme, il est bien choisi. Il est dans la subversion, comme il manipule bien la subversion. Bien sûr, il a toujours utilisé la subversion à chaque fois qu'il est dos au mur. Je pense que, faute de solutions à proposer au peuple algérien et dans tous les domaines, c'est ce que nous vivons quotidiennement en Algérie, en tant que travailleurs d'abord et en tant qu'Algériens. Vous avez dans votre éditorial cité beaucoup de choses, je ne vais pas les répéter ici, dans tous les domaines de la santé, de la liquidité, du chômage et tout ce qui s'ensuit. Ils ont toujours menti. Ils ont menti pourquoi? Parce que durant l'été dernier, il y avait des incendies, il y avait aussi cette manque de liquidité. Ils nous ont proposé des commissions, mais comme disait l'autre, quand on peut noyer un problème, on lui crée une commission. Depuis maintenant presque 8 mois, ils n'ont pas trouvé de solution à ces problèmes. Donc, faute de proposer des solutions viables aux Algériens dans tous les domaines, ils essaient bien sûr de dévier un petit peu leur fusil et de montrer aux Algériens, de dire que, attention, il y a le chien, il est là-bas, il faut l'attaquer. Vous parlez des produits de première nécessité, mais alors c'est vraiment c'est inacceptable les prix auxquels on est arrivé. Le pouvoir d'achat des Algériens, je parle des Algériens en général, parce qu'à l'époque il y avait ce qu'on appelait, et dont je faisais partie, la classe moyenne. Aujourd'hui, elle a disparu.
Parce que quand on parle du pouvoir d'achat, moi, en tant que syndicaliste et défenseur des travailleurs, je ne parle pas que de manger du pain et d'acheter du lait. Il faut aussi parler non seulement de l'Aïch el-Karim, comme ils disent eux, d'un mode de vie acceptable, mais nous devons parler de prospérité parce que nous avons le droit, en tant qu'Algériens, de vivre dans la prospérité et pas de solliciter, de quémander, si je veux le dire ainsi, de quémander, de bien vivre en Algérie. Aujourd'hui, vous parlez des produits de première nécessité, le riz qui passe de 90 dinars à 140 dinars, des pâtes selon, bien sûr, la marque, de 85 dinars à 120, 140 dinars, le sel qui est indispensable dans chaque ménage, qui passe de 25 dinars à 35 dinars. Vous avez l'eau qui concurrence maintenant le litre de l'essence, qui était une bouteille d'eau qui valait 30 dinars, elle passe à 45 dinars, c'est presque le prix du litre de l'essence. Le sucre qu'on utilise quotidiennement, bien sûr, de matin et le soir, qui passe de 85-90 dinars à 120 dinars, c'est-à-dire qu'on n'augmente pas les prix de 1%, 2%, c'est 30% et plus. L'huile, quand vous le trouvez, quand vous avez la chance de chercher et de trouver. À l'époque, notre professeur à l'université, nous lui avons posé cette question, mais monsieur, vous ne faites pas de la recherche en 87? Il nous répondait, si, je fais de la recherche. Mais quelle recherche? On ne voit pas vos publications. Et il nous répondait, à l'époque, si vous vous souvenez, monsieur Béchirou, bien sûr, il manquait la tomate concentrée. Il nous disait, je me lève du matin jusqu'au soir, il fait les soupes pour trouver une petite boîte de concentré de tomates. Eh bien, aujourd'hui, si vous trouvez un bidon d'huile qui passe de 580 dinars à 680 dinars, et bien sûr, l'huile qui n'est pas subventionnée, elle passe de 740 à 970 dinars. Si je vous parle aussi, je vais parler de légumes secs qui ont tous augmenté, mais on oublie, quand je parle aussi de prospérité, aujourd'hui, les couples qui ont des enfants, ils ne peuvent pas acheter du lait, du lait pour les bébés. Aujourd'hui, la dernière boîte fait 540 dinars. Cette boîte peut tenir... Je rappelle que le SMIC est de 18 000 dinars ou 20 000, c'est ça? Écoutez, c'est toujours 18, parce que quand on parle de 20 000, tant qu'il y a l'article 87 bis qui n'est pas abrogé, il est de 18 000. Alors c'est pour situer les prix que vous donnez par rapport au SMIC. Par exemple, je vais donner un exemple. Le SMIC est de 18 000 dinars. Et la sardine, par exemple, elle coûte 1 000 dinars le kilo. Ça veut dire avec votre... 1400. 1400. 1400 aujourd'hui. Ça veut dire avec votre salaire, tout votre salaire, vous pouvez acheter quelque chose comme 12 à 13 kilos de sardines. Tout à fait. Si on va acheter la viande, par exemple, combien coûte la viande rouge? Eh bien, entre 1250 et 1400 dinars, ça dépend des régions. Alors pareil, si vous prenez votre salaire tout entier, le SMIC, vous allez acheter de la viande, vous allez acheter 13 ou 14 kilos de viande. Tout votre salaire ne va vous ramener que 13 à 14 kilos de viande. Oui, alors si on fait la comparaison justement sur le mode de vie avec nos voisins tunisiens, eh bien, un Tunisien mange en moyenne, consomme en moyenne 43 kilos de viande annuellement, alors que l'Algérien n'en consomme que 17 kilos. Alors que l'Algérien a du pétrole, il a du gaz, il a le pays le plus grand d'Afrique, il a 1200 km de côte, et il consomme moins de viande que le Tunisien qui n'a pas de ressources quasiment naturelles. Tout à fait. Je veux dire que l'Algérien peut travailler un mois complet, il ne pourra pas se permettre de la viande. Pourquoi? Parce que je parle des laits pour enfants. Je vais parler des couches, parce qu'il faut parler de ces couples-là, jeunes couples qui ont des enfants. Les dernières couches, les moins coûteuses, les moins chères, elles font 800 dinars pour le paquet de 40 à 45 unités. Donc, aujourd'hui, on ne parle pas du poulet aussi, qui a augmenté, mais d'une façon vertigineuse. Et là, je pense que lorsque le... Combien il coûte le poulet? Combien il coûte? Entre 400 et 430 dinars le kilo. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un poulet avec 1200 dinars.
Voilà, donc c'est trop cher et il concurrence la viande. Je pense qu'à l'arrivée du ministre du Commerce, lorsqu'il avait promis de ramener le prix de la viande à 800 dinars, je pense qu'il a réussi parce qu'il n'a pas dit est-ce que c'est de la viande rouge ou de la viande blanche. Aujourd'hui, on achète un poulet à plus de 800 dinars. Donc aujourd'hui, on ne peut pas fermer les yeux ou bien sûr tromper l'opinion nationale et internationale. C'est ce qui se passe en Algérie. Il y a des gens qui s'enrichissent encore de plus en plus. Il y a d'autres qui s'appauvrissent. Aujourd'hui, la majorité des Algériens, plus de 65% des Algériens, vivent sous le seuil de la pauvreté. Parce qu'il faut parler aussi des retraités. Les retraités, les travailleurs qui sont partis en retraite avant 2012, leur retraite ne dépasse pas au plus 22 000 dinars, c'est-à-dire le SMIC plus 4 000 dinars. Ces gens-là aussi, ils souffrent en silence. Ils ne peuvent, ça veut dire travailler toute sa vie pour en arriver à une pension de retraite qui ramène à peu près 15 kilos de viande. C'est très malheureux et c'est misérable. C'est misérable. Tous les jours, on rencontre ces gens-là parce que nous avons aussi des adhérents qui sont des retraités. Chaque jour, ils sont en train de subir le calvaire, comment faire vivre leurs enfants. Et des fois, je suis dans l'éducation toujours, vous allez retrouver des élèves qui ne viennent pas à l'école et ils s'absentent plusieurs jours. Et lorsque vous leur demandez où est-ce que vous étiez, ils désertent les bancs de l'école. Vous parlez de l'époque coloniale. Eh bien, justement, ils vont travailler pour aider leur famille. Restez avec nous, je reviens à vous dans un moment. Boualem Amoura. Alors, Faisal Moutaoui, Hassan Mouali est avec nous et nous a demandé de le libérer assez vite. Il a beaucoup à faire. Hassan, merci d'être avec nous, mon cher ami. Merci beaucoup, Jamal. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Hassan, d'abord, merci d'avoir accepté d'être des nôtres ce soir, alors que vous êtes très occupé. La situation entre le Hirak et la situation de tous les jours, les Algériens sont en train de verser dans la précarité par millions. Ce sont des catégories sociales entières qui basculent dans la pauvreté. Et notre ami Boualem Amoura est en train de nous dire qu'il n'y a quasiment plus de classe moyenne. Les gens sont en train de devenir pauvres, ils n'arrivent plus à satisfaire y compris leurs besoins essentiels, comme de se nourrir moyennement, j'allais dire. Hassan. Ben écoute, mon ami Boualem Amoura a complètement raison. C'est vrai que à l'état actuel des choses, parler de classe moyenne en Algérie, c'est un gros mot, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il y a eu un déclassement social dans ce pays. Déjà que durant les années, fin des années 90, début des années 2000, la classe, ce qu'on appelait à l'époque la classe moyenne, a subi le contre-choc de la réduction des recettes du pays. Elle a subi les fermetures des entreprises, les licenciements massifs dans le cadre de la politique de Hamdouhia des années 96. Donc, et puis il y a eu le gel des salaires. Et il y a eu un petit rattrapage en 2011 dans le sillage de l'embellie financière du baril cher. Et c'était bien sûr une parade politique de Bouteflika pour rester au pouvoir, parce qu'il avait peur que ce qu'on appelait à l'époque le printemps arabe n'embrase l'Algérie. Donc il y a eu une augmentation des salaires à tour de bras. Malheureusement, ce que le pouvoir de l'époque avait offert d'une main l'a repris de l'autre main, parce qu'il y a eu une inflation incroyable, une inflation à 2 chiffres. Au jour d'aujourd'hui, par exemple, la pomme de terre tourne autour de 70 dinars le kilo. Vous imaginez bien un petit peu un aliment de base comme la pomme de terre qui vaut 70 dinars. Et le SMIC en Algérie, c'est 18 000, 20 000 dinars. Mais il faut savoir qu'à peu près 65 à 70% des Algériens touchent moins de 30 000 dinars. Donc 3 000 dinars, c'est à peu près, je ne sais pas, 150 euros. Mais 150 euros, vous n'avez... 15 euros. 15 euros. Ben, plutôt 15 euros, c'est pas 150 euros, 15 euros. Et vous avez la facture d'électricité parfois qui avoisine les 8 000 dinars. Et parfois, vous avez des mois où vous recevez en même temps 3 ou 4
factures, donc électricité, eau, et pour ceux qui se permettent Internet à la maison, parce que malheureusement, c'est devenu un luxe. L'Internet, la DSL à la maison, c'est devenu un luxe. C'est pas tout le monde qui peut se permettre. Donc, je suis tout à fait d'accord avec cet avis qui dit qu'il y a un déclassement social et il n'y a plus ce qu'on appelle la classe moyenne, malheureusement. Il y a une petite minorité de riches et de tous ceux qui gravitent la galaxie qui gravitent autour du pouvoir, parce que la base sociale du régime s'est élargie ces derniers temps. Il y a toutes les coteries, toutes les associations, les quelques acteurs qui ont été clientélisés par le pouvoir. Donc, ils bénéficient de la rente. Ils ont des avantages collatéraux. Et il y a le reste, la grande masse des Algériens, les laissés-pour-compte de la nation, qui malheureusement subissent les contre-coups de la situation. Mais Hassan, est-ce que ce sont des effets de la crise qui s'annonçaient depuis pas mal de temps déjà, ou est-ce que ça a été provoqué exprès par une partie du régime ou par le régime lui-même pour des raisons ou d'autres, puisque ça s'est passé d'un coup, cette flambée des prix qui est venue en même temps que cette grande opération de subversion du Hirak, qui est venue en même temps que beaucoup de choses qui sont venues en même temps qui laissent penser que ça pourrait être prémédité? Écoute, je n'ai pas spécialement d'informations là-dessus, mais je pense que moi, ce que je pourrais dire, c'est qu'il y a une incompétence à tous les étages, dans le gouvernement, dans toutes les strates dirigeantes. Il y a une incompétence. On voit le discours de certains ministres. C'est vraiment pas possible. C'est-à-dire qu'on regrette presque les années Bouteflika. Depuis 8 mois qu'on parle d'assurer des liquidités au niveau des bureaux de poste, et jusqu'à présent ce n'est pas encore réglé. Ces derniers temps, on voit qu'à Alger, il y a aussi des pénuries d'eau, des manques d'eau. À 20 heures, on ferme les robinets, il n'y a plus d'eau qui coule dans les robinets, c'est-à-dire même le liquide si précieux, l'eau. On n'arrive pas à l'assurer 24 sur 24 quand on recoupe l'eau à 20 heures. Et on est en train de dire que le niveau des barrages ne permettra pas d'alimenter la population normalement cet été et que ça va être terrible. Mais aujourd'hui même, on vient d'annoncer que le plus grand barrage d'Algérie, celui de Beni Harouna Mina, est rempli à 100%. Donc ce n'est pas un problème de barrage. Et puis, il y a des stations de dessalement. On a injecté des milliards de dollars pour construire des stations de dessalement. Donc, voilà, on aimerait bien, le peuple algérien a consenti d'énormes sacrifices. On a injecté beaucoup d'argent, mais on ne voit pas des résultats. Ceci, on parle de l'eau, mais il y a autre chose. Le poulet, est-ce que vous savez que le poulet s'est envolé pour la première fois? On voit le kilo du poulet est à 500 dinars. À 500 dinars le kilo, vous imaginez? Un petit poulet moyen, on va dire, il est à 1200 dinars. À l'approche à moins d'un mois du ramadan. Les viandes rouges, c'est 1400, 1500 dinars. C'est dingue. La vie est trop chère, pour résumer, cher Jamal. La vie est extrêmement chère. C'est pour ça que je dis que ce qu'on appelle la classe moyenne, c'est un bon souvenir pour et alors, les classes les plus défavorisées, celles qui ne sont pas dans la classe moyenne, les chômeurs, les retraités, les personnes en situation de handicap, les familles nombreuses, comment font tous ces compatriotes? C'est extrêmement difficile à imaginer. Moi, si je pourrais résumer la situation, c'est juste, je dirais simplement que durant le mois de Ramadan prochain, on risque d'avoir le couffin de Ramadan pour 75% des Algériens. Donc, on est tous concernés par le couffin du Ramadan. On a le huile à 1000 dinars, c'est vraiment pas possible, ce n'est pas supportable. Donc, c'est tout le monde qui est concerné par ça. Merci Hassan Mouali, merci d'être resté un peu avec nous, au plaisir de vous revoir. Et Maître Nabila Smaïl, avocate, militante politique, vient de nous rejoindre. Nabila Smaïl, merci d'être avec nous. Merci à vous de m'avoir invité. Merci. Et mes respects et mes salutations à nos auditeurs. Merci beaucoup. Alors, Nabila Smaïl, aujourd'hui, les avocats fêtent la journée nationale des avocats, mais aussi celle de l'assassinat par l'armée française du shahid Maître Ali Boumengel, le 23 mars 1957. D'abord, sur cette fête nationale des avocats.
Écoutez, la fête nationale des avocats cette année a été un petit peu marquée par l'absence d'activité vu la pandémie, vu le fait aussi qu'il y a eu il y a les préparations au renouvellement des conseils de l'ordre. Il y a les élections ordinales qui vont se dérouler à travers tout le territoire national le 27 mars prochain. Mais toujours est-il qu'il ne suffit pas de fêter ou de transformer la journée du 23 en journée de fleurs, de gâteaux et de bousbous, mais il faudra capter la symbolique. Ah, il y a un souci. Allô? Oui, on vous entend mieux. C'est mieux. Allez-y. Ah, très bien. J'ai dit qu'il faudra capter la symbolique de la journée. Halim Sili a été assassiné pour ses idées, pour sa lutte pour la liberté et l'indépendance de l'Algérie. Ali Boumendjel a été tué pour ça, il a été torturé. Ensuite, ils avaient masqué son assassinat en suicide pour des années après reconnaître qu'il a été jeté du haut du 5e étage d'un immeuble à Bellecour et pour que enfin Macron décide de reconnaître que Ali Boumendjel a été assassiné par le tortionnaire Ossares. Mais des Ali Boumendjel, il y en a eu après l'indépendance. Il y a eu Halim Sili, il y a eu Tariq Zdam. Halim Sili qui, lui, a été assassiné sur ordre du régime algérien. Du régime algérien. Et là, malheureusement, il y a eu Tariq Zdam qui est mort, le jeune avocat qui était avec nous dans le collectif de la défense. Beaucoup pensent que sa famille dit qu'il a été suivi pendant des semaines avant qu'il soit renversé par une voiture pour qu'on masque cet accident, quelqu'un qui conduisait en état d'ivresse qui l'aurait renversé alors que son propre frère avait dit qu'il était suivi depuis plus de 10 jours. Donc, vous savez, dans la lutte pour un état de droit, il y a un prix à payer. Et je crois que la journée de l'avocat est une journée qui doit d'abord, en cette journée, on se doit de rendre hommage à ce collectif d'avocats qui s'est engagé à accompagner la révolution pacifique. Ce collectif d'avocats qui ne recherche rien à part le refondement d'un état de droit, à part la construction d'un état de droit. Les avocats qui sont en train de courir à travers toutes les wilayas du pays pour se battre contre une justice aux ordres, ils sont devenus les porte-voix de ces détenus politiques. Ils sont devenus ce trait d'union entre les détenus politiques privés de leur liberté et le peuple et la révolution. Donc ces avocats qui ont permis à ce que ces détenus d'opinion ne soient pas oubliés, ne soient pas que des Nabil otages. Ismaël, je voudrais vous poser une question que se posent quasiment tous les Algériens. Oui. Tout le monde a remarqué ce dévouement, cette mobilisation extraordinaire des avocats hirakistes, mais très franchement, quel est le véritable nombre des avocats au niveau national ? Au risque de vous choquer, sur 45 000 avocats sur le territoire national. Alors, sur les 45 000, 45 000, ce ne sont pas les 45 000 qui sont engagés. Non, je n'ai pas fini. Allez-y. Sur 45 000 avocats sur le territoire national, il n'y a pas plus de 145 avocats du Hirak. Ça ne représente même pas 0,03%. Je vous ai posé la question parce qu'on a créé autour de cette profession, de cette noble profession d'avocat, une sorte de mythe, en fait, qui ne repose que sur 140 avocats qui s'engagent à un point absolument extraordinaire, au point de défendre certains de leurs clients gratuitement, au point de rajouter de leur poche pour les frais de déplacement, etc. Mais en fait, ce ne sont pas tous les avocats, et ça, c'est bien de le dire, même si c'est triste à dire, que 90 ou je ne sais pas combien de pourcents d'avocats ne sont pas engagés avec le Hirak, j'allais dire peut-être même au contraire.
Je pourrais vous accompagner dans la dernière phrase en vous disant qu'il y a même des avocats du collectif de la défense des détenus qui ont fait l'objet de poursuites disciplinaires par leur ordre. Il y en a même qui ont été radiés et même suspendus. Il y en a même qui ont été victimes de dépôt de plainte. Notamment ici chez nous, il y a eu des avocats du Hirak qui ont été poursuivis pénalement. Donc il y a une volonté par leurs propres confrères, par leur père, par leur propre organisation. Donc, vous savez, il est très difficile de concilier le militant et l'avocat. Alors qu'en principe, pour être avocat, il faut d'abord être militant. Parce que l'avocat est un militant d'essence. C'est un militant des droits de l'homme par nature et par définition. Donc, quand on vous voit en l'avant-garde, on vous voit en train de défendre une révolution pacifique, on vous voit en train de défendre des détenus d'opinion, on se dit, mais qu'est-ce qu'il veut celui-là? Il attend quoi? Il attend qu'on lui donne un poste. Tout a été matérialisé dans les têtes des gens. Chaque fois que quelqu'un se met en avant pour défendre des droits, pour défendre l'état de droit, pour défendre les principes du droit, il pense que cet avocat-là attend quelque chose. Alors que Dieu sait que tous les déplacements, que tout ce qu'on fait, on le fait, c'est un engagement personnel et on n'a même pas le droit de dire qu'on le fait de nos poches. Et pour nous salir, je dirais encore, vous me permettez de le dire et vous me donnez l'occasion de le dire, pour nous salir, ils ont prétendu que ces avocats-là ont reçu de l'argent, ils sont subventionnés de l'extérieur, la diaspora, alors que Dieu nous est témoin que nous avons subventionné, que nous avons donné même de l'argent aux familles des détenus parce que c'est des pauvres malheureux et quand on est militant, on ne compte pas. L'argent n'a pas d'existence dans la tête d'un militant. Un militant, il milite blahfa, il milite qa'ad ala hajra, il milite pour les droits. Ils nous ont diabolisés parce que je sais qu'ils ont peur des avocats. Que le Hirak dise les avocats bravo alaikum, parce que ces avocats-là ont joué le rôle de lanterne. Ils ont éclairé le citoyen sur ses droits. Nous avons fait un travail de pédagogie. Nous avons dénoncé l'instrumentalisation de la justice. Nous avons dit que ce genre de poursuite, ce genre de fait ne constitue pas un délit. Le délit d'opinion ne doit pas exister. Le fait d'avoir éclairé, le fait d'avoir joué un rôle pendant cette période d'arrestation, de répression, ils ont tout essayé pour nous diaboliser et pour instrumentaliser même les conseils de l'ordre pour nous diaboliser. Ici, le politique, les conseils de l'ordre. Alors que les poursuites elles-mêmes sont politiques. La justice a été politisée. Et restez avec nous, Maître Nabil Asmaï. Je reviens à vous dans un instant. Je voudrais que nous montrions la photo de Maître Tarek Zdam, Rabbi Rahmou, qui était très engagé aux côtés du Hirak et qui est mort dans des conditions très douteuses. Beaucoup de gens pensent qu'il a été exécuté sur ordre du régime. Vous le voyez ici avec ses enfants. Rabbi Rahmou, regardez. Voilà, un jeune avocat qui a été fauché à la fleur de l'âge. Regardez. Et nous allons écouter la reconnaissance du Hirak à l'endroit des avocats. Écoutez-les. Farida Hamidi, tout à l'heure, la partie de la question à laquelle vous n'avez pas répondu, cette explosion de misère dans ce pays, est-ce
elle est délibérée? Est-ce que ce régime fait tout pour faire exploser le Hirak et le dégénérer de revendications politiques à émeutes, à jacqueries, manifestations de colère? Je ne pense pas que ça soit une question d'actualité. Quand on se rappelle que Yahya Kanigol joue à Kelbaki Tabak, je pense que c'est une politique. Voilà. Encore une fois, c'est un fonctionnement. C'est une politique, je ne pense pas, parce que quand c'est aussi bas que ça, je ne pense pas qu'on qualifie ça de politique. Mais je ne sais pas, moi j'ai grandi en Algérie, je ne me rappelle pas que tout le monde pouvait justement acheter de la viande. Je me rappelle, il y avait des familles qui يسلفوا صوارد باش يشريوا الكبش نتاع العيد. اللحم pareil, ça a toujours été une denrée rare, ça a toujours été cher. Je suis quand même pendant les années Bouteflika, les années de bombance pétrolière. Oui, il y a plus de catégories qui ont accédé à une meilleure consommation. Ben, franchement, quand j'allais en vacances, j'ai toujours acheté la viande à ce prix-là. Hein. D'ailleurs, ça m'a toujours surpris parce que je faisais la comparaison entre la viande en dinars et la viande quand je l'achète ici en euros. Les salaires ne sont pas les mêmes, mais je payais à peu près la même chose. Donc, je me suis toujours posé la question qui fait aider l'abd li ala qed halou. Mais à quel par exemple, quand vous prenez la sardine, elle coûtait 50 dinars. Aujourd'hui, elle coûte 1000 dinars, 1200, 1400 dinars. Oui, le poisson a toujours... Il se trouve que je viens d'une famille de pêcheurs. Hein, oui. Donc, le poisson a toujours été cher en Algérie. Il a mais toujours pas à ce été... point. Oui, c'est sûr. Mais après, voilà, comme on dit, voilà. Donc, il faut savoir aussi... Moi, je pense que cette politique-là, c'est maintenir aussi l'Algérien à un niveau de tube digestif. Parce que quand on est un tube digestif, qui ne pense qu'à ce qu'il va absorber la journée, ça ne monte pas jusqu'au cerveau. Là, on reste sur des fonctionnements... Mais ça devient une question de survie. Les gens maintenant ont un problème pour nourrir normalement leurs enfants. Ce n'est pas pour les gaver. Ça veut dire maintenant, ça devient une question de manger. Moi, j'ai envie de vous dire, je ne regrette ni les années de Bouteflika, ni, Inch'Allah, d'ici un futur proche. Je regretterai encore moins les années de cette junte-là. Ils ne sont pas regrettables, ces gens-là, en fait. Voilà. Donc, les années Bouteflika, si les choses se passaient comme maintenant, et s'il y avait le Hirak que maintenant, je pense qu'il aurait fait pire. Oui. Voilà, donc maintenant, il se trouve que le contexte, en fait, tout est question de taper sur le Hirak. Donc, quand on tape sur Rached, on tape sur le Hirak. Quand on tape sur les gens comme ça, avec cette augmentation des prix qui, parfois, arrive à 70% d'augmentation quand même. Donc, en fait, c'est maintenir aussi le niveau de discours, de discussion, à un niveau élémentaire, alors qu'on n'est pas du tout sur l'alimentation, on est sur des demandes politiques. Oui. Donc, bien sûr, c'est de dévier le Hirak de ses rails. Vocation naturelle. Et de sa vocation naturelle. Oui. Donc, maintenant, il faut aussi que nous, on se pose la question. À un moment donné, on a dit, le train du Hirak a démarré. القطار انطلق كما قالها سي تبون parlant de son train à lui. On n'est pas dans le même train. Donc, il ne faut pas les laisser conduire le train et nous arrêter à chaque station. Haï station تاع l'idéologie, haï station تاع الدجاج غلا, haï station. On a un objectif, on a une station d'arrivée, elle s'appelle la liberté, elle s'appelle هاد الناس يتنحاو كاع. Il ne faut pas perdre de... Mais Farida, il y a beaucoup d'Algériens qui sont engagés dans le Hirak. Beaucoup, ils sont très nombreux. Moi, j'ai récusé un peu le vendredi passé, j'ai récusé le nombre de millions qui sortent de l'Hirak. Un invité m'a dit, un téléspectateur plutôt au téléphone, m'a dit non, vous vous trompez, ce sont des millions. Parce que celui qui est sorti la semaine passée, peut-être n'est pas sorti cette semaine. Mais si vous les cumulez les uns aux autres, ils sont des millions. Et j'ai dit, Barakallah, je vais vous payer un café quand je viens au pays. Exactement. Mais il y a aussi des millions qui ne sortent pas. Et pour l'instant. Pour l'instant. Est-ce que cette brutale paupérisation, ce basculement dans la misère de millions et de millions d'Algériens, est-ce qu'il ne risque pas de provoquer un phénomène de révolte qui n'aille pas dans un sens de revendication politique, mais de colère sociale? S'il n'y avait personne dans la rue,
s'il n'y avait pas le Hirak, avec tout ce qu'il a apporté de prise de conscience. Là, il y a peut-être des risques. Maintenant, il y a déjà un mouvement qui est en marche, qui est en cours. Oui. Et celui-là, c'est des revendications politiques. Donc, en fait, même s'il y aura éventuellement des gens qui vont sortir, mais il y a déjà quelque chose qui est en marche. Donc, si on se joint au mouvement, justement, le Hirak, c'est ça les conditions. Ce sont des mouvements qui vont affluer dans la même direction. Et les conditions de Hirak, bon, la semaine dernière, on a bien vu que le Ma'toubin, le Jeish, ils se sont... mais il y a eu des conditions. Si vous venez avec nous, c'est avec les revendications du Hirak. Ce n'est pas des revendications. Et vous ne venez pas en tant que bloc, vous venez en tant que citoyen. En tant qu'individu et en tant que citoyen. Voilà. Donc, c'est bien sûr que c'est pas normal ce qui se passe. Bien sûr que c'est de mettre les gens sous pression, que de les appauvrir à ce point-là. Et bien sûr que ça va sortir à un moment donné, mais il y a déjà un guide d'usage, en fait, j'ai envie de dire. Il y a déjà un guide d'emploi du Hirak. Des rails, comme vous dites si bien. Voilà, et donc celui qui vient, il prend les rails du Hirak, parce que finalement, les objectifs du Hirak, oui, elles sont politiques, c'est des objectifs politiques, mais le résultat est bénéfique pour tout le monde. Donc, notamment y compris pour les revendications sociales. Voilà, pour qu'il y ait plus de ces pénuries qui sont absolument... Oui, bien sûr qu'on se pose la question de ces faits exprès ou de ces... Bien sûr que tout est méthodique, bien sûr que c'est pas... On se pose la question parce que tout paraît au même moment. Bien sûr, c'est tout à fait normal. Il y a trop de hasard. Eh bien oui, et puis on se pose la question aussi parce qu'à côté de ça, les gens qui n'arrivent pas à toucher leur salaire la poste, est-ce que c'est le cas des parlementaires? Est-ce que c'est le cas des ministres? Est-ce que c'est le cas qui vivent à Club des Pins? Parce qu'on n'a pas... à partir du moment où cette misère-là ne touche pas tout le monde, c'est là où il faut dire c'est pas normal. Absolument. Bouhelem Amoura, j'aimerais vous poser d'abord une question sur les retraités. Vous savez que la plupart de nos retraités qui ont des décennies de travail, certains jusqu'à 40 ans de travail, et la plupart parmi eux sortent avec des pensions de retraite misérables, qui ne leur permettent pas de vivre dignement, qui les contraignent à compter leurs sous, à faire attention au moindre café qu'ils prennent. Mais à côté, les gens du régime, tous les gens du régime, les commis de l'État, comme on dit, les grands commis de l'État et tous ceux qui ont servi le régime, certains pendant une courte période de ministre ou de wali, ils sont au FCR. Le fameux FCR, c'est un fonds de... Le FCR. Voilà. Vous voulez redire, s'il vous plaît, le fonds, le fonds spécial des retraites. FSR, voilà. Alors, eux, ils touchent des pensions de retraite scandaleuses, jusqu'à 40 millions par mois, 30 millions, 35 millions, et plus, nous dit-on, plus. Ce n'est pas une honte, ça, pour ce régime, une telle discrimination dans des retraites à l'endroit de gens qui ont donné leur vie, qui ont travaillé toute leur vie? Eh ben, le mot, vous l'avez lâché. Moi, j'allais dire la ségrégation entre les Algériens, et vous dites la discrimination, c'est tout à fait vrai. Et je vous annonce le chiffre. 65% des retraités algériens touchent moins de 25 000 dinars. Donc, quand on nous parle que la caisse des retraites est déficitaire, nous ne les croyons pas. Parce que vous avez cette caisse des retraites pour les simples travailleurs, et des fois, l'État algérien a puisé et puise encore de cette retraite pour servir d'autres personnes, bien sûr les leurs. Et d'un côté, vous allez voir, avec ce FSR, Fonds spécial des retraites, il y a certains commis de l'État, entre guillemets, on les appelle les cadres de l'État, qui travaillent, peut-être qu'ils ont servi l'État pendant 6 mois, ils sortent avec une retraite très bien dorée. Je connais un député qui m'en avait parlé en 2016, justement, à l'occasion de cette loi, de la suppression de la loi sur la retraite anticipée, qui m'avait dit que même moi, maintenant, je peux sortir en retraite avec
1 million de dinars, 100 millions de centimes, alors qu'au même moment, celui qui a travaillé toute sa vie, 40 ans, il ne touche pas 25 000 dinars. Donc nous pensons, en tant que tel, représentant des travailleurs, que c'est une discrimination, ou plutôt Alors, une autre question, Boualem Amoura, que se posent les Algériens. On est en train de nous dire que la caisse de retraite est déficitaire. On est d'accord? Et elle n'est pas. Non, ils sont en train de nous dire qu'elle est déficitaire. Attendez, où est-ce que je veux vous amener? On nous dit qu'elle est déficitaire. Oui. On dit, OK, elle est déficitaire. Pourquoi déficitaire? Ceux qui connaissent le mécanisme de la caisse du financement de caisse de retraite, c'est la pompe aspirante et la pompe qui distribue. Ça veut dire on prend des salaires de ceux qui travaillent, leurs cotisations, pour verser à ceux qui sont déjà en retraite. Or, écoutez-moi bien, Boualem Amoura, parce que là... Or, ils nous disent, en Algérie, il y a 12% de chômage. D'accord? On est d'accord. S'il y a 12% de chômage, ça veut dire qu'il y a 80% de 78% de la population active qui travaille et qui donc cotise. Alors, de deux choses l'une. Ou ce n'est pas vrai, le taux de chômage n'est pas de 12%, mais d'au moins 50%, ce qui fait qu'il n'y a pas suffisamment d'argent pour financer les retraites, et donc l'État doit intervenir pour financer les retraites. Ou alors c'est le contraire, les cotisations sont versées par 80% de la population active, et donc, pourquoi nous dit-on les déficitaires? Donc il y a suffisamment d'argent. Oui, tout à fait, il y a suffisamment d'argent. Au jour où je vous parle, la Caisse nationale de retraite, CNR, eh ben, elle doit, l'État algérien doit à la CNR plus de 68 milliards de dinars. C'est-à-dire que nous attendons que l'État nous rembourse cet argent-là qu'elle avait à l'époque octroyé pour payer les salaires de la garde communale, des anciens maquisards, des fois même pour les charges des travailleurs du privé. Parce que le privé, il ne paye pas toutes les charges. Donc il pompe, le terme il est là, il pompe de l'argent, des biens des travailleurs de la CNR. Vous savez, cette même caisse de retraite qu'on nous dit qu'elle est déficitaire, au mois d'août dernier, elle avait octroyé un prêt de 80 millions, c'est-à-dire 800 000 dinars pour leurs travailleurs afin d'acheter de quoi? Des véhicules. Donc, moi, je ne vois pas où est-ce qu'elle est la caisse, pourquoi ou comment la caisse de retraite est déficitaire. Quand on nous parle de 12% de chômage, je sais qu'il y a plus, on nous parle d'un cotisant pour sécurité retraité, alors que c'est faux. Non, nous sommes loin de 1 pour 5, mais malheureusement, c'est un problème de gestion, de compétence, parce que cette Caisse nationale des retraites, elle est soumise aux lois de la comptabilité algérienne. Cette caisse ou ses responsables n'ont jamais donné un bilan annuel. Depuis son existence, à ce jour, nous n'avons jamais eu de bilan. Donc, vous allez voir avec quel véhicule ils roulent, ces gens-là. Le salaire que touchent ces fonctionnaires de cette Caisse nationale des retraites, c'est pour ça que nous récusons justement cette annonce-là qui nous dit qu'elle est déficitaire. Lorsqu'en 2016, au ministère, en réunion officielle, Mme Belabrit avait ramené le directeur général de cette caisse, la CNR, je lui avais posé toutes ces questions-là. Vous savez, sa réponse c'était quoi devant tout le monde? Moi, je ne fais pas de la politique. Eh bien, je lui réponds, soit vous êtes incapable, soit vous êtes un incompétent. Parce que le poste que vous occupez, de par votre poste, vous devez parler de la politique. Si vous appelez ça de la politique, tout poste supérieur, là, vous êtes censé parler de la politique. Donc, vous allez voir leur réponse. Au lieu de répondre à toutes ces questions, à chaque fois, eh bien, ils font dans la subversion. Voilà, c'est le terme. Ils vous disent, vous, c'est des mains étrangères, je ne fais pas de la politique, c'est Rachid, c'est pas moi, c'est l'autre, c'est la faute à la pluviométrie, quand on parle aussi des barrages, alors que le barrage de Taksab Tizi Ouzou. Aujourd'hui encore, j'étais très content parce qu'il y avait du soleil et je vois que le Djurdjura était plein de la neige. Il est bien sûr la neige sur le Djurdjura
qui alimente le barrage de Tarsab. Mais maintenant, ce que nous voulons leur dire, arrêtez vos mensonges. Vous ne pouvez pas tromper tout le monde tout le temps. Mais là, je ne suis pas d'accord avec Mme Hamidi, si je ne me trompe pas du nom, oui, parce qu'elle parlait que la viande a été toujours chère en Algérie, oui, mais pas à ce point-là. À l'époque, moi, je n'ai jamais quitté l'Algérie à part des petits voyages comme ça touristiques, mais on se permettait quand même de la sardine. Même à l'université, on avait de la sardine à gogo. Même à l'époque, on se permettait même des crevettes dans les années 80. Aujourd'hui, on ne pourra même pas se permettre ce repas de pauvre. Quand on parle de la sardine, c'est le repas du pauvre. À l'époque, nous, on était pauvres. Après la génération, juste après l'indépendance, on mettait de la sardine dans les lentilles, dans les pâtes, juste pour avoir ce goût-là de la viande. La viande, oui, moi, je l'ai achetée à 20 dinars dans les années 70. Mais là, quand on voit une viande à 1500 dinars, parce qu'il faut parler aussi que les gens doivent se soigner. Et quand on est malade, on doit manger bien. Oui, je suis tout à fait d'accord de ne pas parler que de la bouffe, mais quand on est malade, aujourd'hui, nous ne pouvons pas, le travailleur algérien et l'Algérien en général ne peut pas se permettre de faire des radios. Il ne peut pas se permettre un scanner à 18 000 dinars, un IRM à 22 000 dinars. C'est le salaire. Le PCR à 2 500, 3 000 dinars. Il n'est même pas remboursé. Et je me permets de vous interrompre, Amour Abou Alem Samahni, parce que le temps nous bouscule, comme on dit. Alors nous allons voir d'abord des images sur la bousculade de l'huile. Regardez, pour acheter un bidon d'huile, regardez. Et regardez ce que déclare le principal producteur d'huile en Algérie, M. Rabarab, écoutez-le. C'est vital la réalité de la production. Mais on a des surproductions, on n'a pas de problème de production, on a des surstocks. Mais qu'est-ce que le monde vit? Nous avons plus qu'il en faut. Plus qu'il en faut. Il n'y a absolument aucun problème, ni de production, ni de stock, ni de quoi que ce soit. Écoutez, je suis avec le ministre. Il dit clairement, il y a des surstocks, il n'y a pas de pénurie. Alors nous allons voir les gens qui commencent à avoir des problèmes d'eau alors que l'été est encore très loin. Regardez. Moi, je connais. Malish. Alors, Maître Smaïla Nabil, sur Nabil Asmaïl. Nabil Asmaïl ou Hamidi Faridi Hamida. Maître Nabil Asmaïl, sur cette flambée des prix, sur ces catégories sociales qui plongent dans la précarité d'un seul coup. Est-ce que c'est normal d'après vous? Nous sommes arrivés à des échéances économiques qui nécessitaient cette situation? Ou est-ce que ça a été concocté quelque part? Écoutez, ça ne peut pas être l'œuvre diabolique du clan qui tire les ficelles. C'est pas possible. Vous savez, c'est un pouvoir qui a toujours fabriqué, il a toujours planifié les crises. Donc, comment étouffer le Hirak après la répression, après l'année de la suspension des marches, ensuite les lois liberticides qui ont été faites pendant cette année de suspension, ajouter à ça toutes les personnes qui ont été mises en prison pendant cette année. Le Hirak revient avec les mêmes slogans politiques. Il faut bien créer une diversion et aller vers de Rachad au MAC, du MAC aux enfants du système qui reviennent sur d'autres slogans, de nouveaux slogans qu'on ne connaissait pas dans la rue, pour nous éloigner des slogans du 22 février 2019, qui étaient des slogans purement politiques. Donc il est tout à fait normal de créer une nouvelle situation qui pourrait absorber la colère politique et la revendication politique. Et d'où la nécessité de tirer la sonnette d'alarme pour dire
Nous n'avons pas le droit de nous éloigner des objectifs de la révolution. Nous n'avons pas le droit de nous faire avoir une deuxième fois par ce régime. Parce que ce régime qui a causé la faillite du pays ne peut en aucun cas offrir une sortie de crise, parce que c'est lui la crise, c'est lui la source des problèmes, c'est lui. Donc maintenant, les derniers slogans que nous avons entendus, il est vrai que la rue continue à avoir des slogans politiques, mais la cadence que prennent ces crises, ces petits signaux sociaux à l'approche du Ramadan. Vous savez tous à quel point le peuple algérien est très attaché aux traditions du Ramadan, et à quel point c'est tout comme tous les peuples musulmans, c'est un mois sacré, c'est un mois spécial où tout le monde cherche à avoir quand même des repas assez décents, des repas qui les nourrissent. Donc, à l'approche du mois de carême, on nous fait une flambée de l'huile, alors que Arbrab vient de vous dire qu'il y a une surproduction. Moi, je vais vous dire plus encore. Il y a, si le projecteur devait être jeté sur l'affaire de la farine et des minoteries, vous allez voir que l'ordonnance ou l'ordre donné par Tebboune d'ouvrir une enquête sur le manquement de semoule survenu en mai 2020, ces enquêtes-là ont freiné. Elles ont freiné la distribution normale de la semoule et du blé à travers le pays. Maintenant, tous les directeurs ont très peur de la gestion, parce que là, ils se retrouvent derrière les barreaux, ou ils se retrouvent poursuivis. Donc, chaque fois on s'attaque tout le temps à ce qui est en relation directe avec le vécu du citoyen. Pourquoi on ne s'attaque pas à cette histoire de liquidité en s'attaquant à l'argent du marché parallèle, ou en s'attaquant à l'argent du square d'Alger? Pourquoi au lieu de fabriquer un nouveau billet de 2000 dinars, on ne va pas refaire la monnaie pour absorber tout cet argent de l'informel qui traîne à travers le territoire national? Donc on ne veut pas régler les problèmes, on veut en créer d'autres. Alors tout ça, c'est une diversion, rien que pour détourner le Hirak de son objectif principal, qui est un objectif purement politique. Parce que ce que doit savoir le peuple, c'est qu'il ne peut pas y avoir de règlement de crise économique s'il n'y a pas règlement de la crise politique. Tout découle du politique. Quand vous réglez le problème de la légitimité, vous réglez le problème vous instaurez et vous mettez les fondements d'un état de droit. J'entendais monsieur le responsable du syndicat, votre invité, dire qu'il a interpellé le directeur de la caisse des retraites. Politique. Il faut répondre. Ces responsables qui se donnent et qui s'imposent l'impunité, ces responsables à qui on donne des secteurs aussi névralgiques et qui se croient au-dessus des lois, c'est faux. Un responsable est là pour donner des comptes, il est là pour donner des comptes sur sa gestion, il est là pour répondre à des questions. Et c'est pas de la politique que de répondre à une question relative à la gestion. Donc le message qu'il faut faire passer, c'est que on n'a pas le temps, on n'a pas le droit, pas le temps. Le temps, on en a. Le temps, on a le temps, parce qu'une révolution ne peut pas aboutir au bout de 2 ans. Il n'a rien compris. On va vers une révolution pour changer un système qui est en place depuis l'indépendance, depuis le coup de force de 62. Et là, il est important et impératif de se dire que tout à chacun, كل واحد منا يقول باللي ما عندوش الحق يتخلى عن هذه الثورة السلمية. Même il y a une crise, même il y a des crises sociales, même une crise économique, même نجوعوا العام هذا نجوع العام الجاي بصح نخرجوا للضوء. وشنو هذه تاع crise de l'eau كيما la crise تاع les incendies. Pourquoi il a ordonné des enquêtes sur le manque de liquidité dans les bureaux de poste? Il a ordonné une enquête sur le manque de farine et de semoule. Elle est où l'enquête sur les incendies? Merci Nabila Smaïl. Merci. Donc, le mot de la fin,
Merci. Désolé, pardon de vous interrompre. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Boualem Amoura, le mot de la fin en 1 minute, s'il vous plaît. Merci. En tout cas, moi, je vais dire qu'on ne peut pas dissocier le hirak des revendications politiques et sociales, parce que dans votre éditorial, les gens chantaient Zawalimet, donc ça veut dire qu'on peut marcher en parallèle, revendiquer la politique et le social en même temps. Cela ne gêne nullement le hirak. Et je peux dire aussi que si nous continuons comme ça, les travailleurs vont se soulever et il y aura une explosion parce que nous ne pouvons plus tenir. Et merci encore une fois de votre invitation. Merci Boualem Amoura, Farida Hamidi, le mot de la fin. Juste pour rappel, j'étais à l'université en Algérie dans les années 90. J'ai eu mon bac en 93, donc j'étais à l'université en 94. Je me rappelle comme aujourd'hui un plat en fer, Tal Mhabsi. Oui, voilà. Sauf que nous, on était à l'université, c'était une école d'ingénieurs. Et en fait, quand on a fini le plat, le fond du plat, et ça c'est véridique, tous les étudiants de cette école-là, de cette faculté-là, peuvent témoigner de ça. Le fond était à 2 reprises. Une fois, il était plein de vers de terre. C'était peut-être ça les protéines en fait, de verre, de verre. Donc c'était ça le doute. C'était ça les protéines. Cela dit, c'est des protéines. Voilà. Et une autre fois, c'était des poils. Voilà, Déouchar les étudiants, c'est vraiment donc je ne peux pas me rappeler Belli, l'ham ou la rali que maintenant. Je viens d'une famille pauvre, je suis une enfant du peuple. J'ai pas, voilà, je sais pas que j'avais pas conscience des prix de. Au contraire, c'est juste que j'en avais trop conscience en fait. Et ça a toujours été cher. C'était une denrée rare. Par rapport au salaire des gens. Par rapport au salaire des gens. Ça a toujours été cher. Les catégories sociales les plus basses, mais plus ou moins qui m'a canigou la Moura, il y avait de la sardine, il y avait du poulet qui était moins cher, qui était accessible. Oui, bien sûr. Après, là, ça dépend pour qui. Voilà. Après, quand on parle de la caisse des retraites. Moi, quand je pense à cette jeune-là, quand je pense à ce système-là, caisse des retraites, les anciens maquisards. Encore faut-il qu'ils soient des anciens maquisards. هبلونا باللي maquisards. كيف نقعدوا نخلصوا فيهم درك 100,000 سنة من بعد وش من استقلال. Comment est-ce qu'on peut se permettre de donner un fonds de caisse des retraites à des anciens maquisards? J'arrive même pas à le concevoir en fait. Et puis, est-ce que vous... Enfin, c'est là où on pense vraiment qu'il y a des gens qui sont payés pour maintenir ce système en fait. Parce qu'entre 22 000, entre 25 000 dinars maximum pour un retraité, il y a un autre qui touche l'équivalent à 100 millions. Oui. Mais ça veut dire que c'est pas possible. C'est hallucinant. Qui mérite 100 millions? Quel travail est-ce qu'il a fourni? Mais qu'est-ce qu'il a fourni? D'accord, qu'est-ce qu'il a rendu comme service à la nation pour toucher ça? Merci Farida Hamidi, merci Nabila Ismail, merci Boualem Amoura, merci Hassan Mouali, merci à vous chers amis d'avoir suivi cette émission. Khawala khair, Silmiya, Khawa, Khawa.